Moi je dirais que j'ai choisi cette voie-là, c'est pas innocent non plus complètement. C'est aussi parce que je me reconnais pas tout à fait dans cette société. Et finalement beaucoup de gens. Mais beaucoup de jeunes ne se reconnaissent pas dans la société. Beaucoup de gens, mais ils ne le savent pas réellement. Ou ils le revendiquent, mais Ils savent pas. Mais ils se mettent devant la télé. Pourquoi, voilà. Et je crois que pour moi, le premier acte de résistance, c'est justement ça, c'est de mettre sa télé par la fenêtre. Déjà. C'est ça. Ah, on peut pas dire ça parce que c'est justement le problème de la télé. C'est la télé qui vous donne le statut que vous avez aujourd'hui. Ouais, alors, il faut qu'il la garde un petit peu pour vous regarder quand même. Je peux avoir de statut particulier avec ça. Oui, mais par rapport à l'association des handicaps. On est obligé d'avoir un relais. Moi, oui. Ce que vraiment je regrette, et que je déplore vraiment, c'est qu'on a des programmes, on passe des programmes qui sont lamentables tout simplement. Quoi. Oui, abétissants. Et vraiment abrutissants. Alors il y a des choses qui sont bien, hein, mais souvent c'est la journée ou quand tout le monde travaille, ou la nuit très tard quand tout le monde dort. Mais on a de plus en plus de chaînes et force est de constater qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant. Oui, mais comment on fait? Parce que, vous voyez, moi j'ai... Mais les gens sont... Ouais, comment on fait pour les décroter? Quand je fais mes conférences, je pense à la question suivante, et surtout avec les jeunes, je dis, mais pour vous, la réussite, c'est quoi dans la vie? Ce qu'on me répond, c'est d'avoir une belle maison, et d'avoir une belle voiture, et puis mon écran plat et mon canapé. Ben vous avez connu ça. C'est ça, ben oui. Mais j'ai choisi. Mais voilà, une fois que vous l'aviez eu, vous avez vu que c'est plus ça quoi. Sauf qu'eux, ils ont peut-être la chance de mettre 30 ans à l'avoir, donc du coup, ils ont l'impression que c'est bon. Ce que je veux dire, moi, c'est qu'il y a autre chose, on peut aborder la vie autrement. On a en France et en Occident d'ailleurs, au niveau spirituel, justement, on parlait tout à l'heure de la mort, on est à peu près à ça, je pense. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à... Mais comment on fait sans passer pour un gourou? Il faut que les gens arrivent à prendre conscience de leur potentiel physique et mental. Il faut arriver à... Mais ça passe déjà par se sortir un petit peu de toute cette force des médias qui cherchent souvent, qui nous passent des choses qui ne sont pas vraiment intéressantes. Les journaux télévisés, ou même allumer simplement la radio et les informations. Quoi. On vous pollue à la longueur de journée avec tout ce qui ne va pas et tout ce qui est... On vous vend du négatif sans arrêt. J'étais à Ibiza l'autre fois avec mon frère. Là-bas, ils ont des journaux, en Espagne, c'est pas seulement à Ibiza, c'est des journaux de bonnes nouvelles. Ah, ça serait extraordinaire. C'est des bonnes nouvelles. On aborde la vie différemment. Quoi. Arnaud Chassery, tout seul, vous l'avez dit tout à l'heure, il est incapable de traverser la Manche. Malgré votre ambition de départ. Mais en réalité, et seul un grand homme pourrait traverser la Manche. Arnaud Chassery, pas capable tout seul. On a tous besoin des uns des autres, et c'est là le problème d'ailleurs, quand on fait des conférences en entreprise, là, une fois j'étais dans une entreprise, la génération aujourd'hui, les jeunes là, on les appelle la génération Y. Vous savez ça? Non. Génération Y, pourquoi? À cause du baladeur. Je trouve ça très inquiétant, c'est la génération zapping. Ah oui. C'est-à-dire que je zappe. La moindre contrainte, je zappe. Et ce comportement-là, on le retrouve en entreprise. C'est-à-dire, là, dans l'industrie, traditionnellement, quand on avait un chef d'atelier, un chef d'équipe, qui était le taulier qui dispatchait le boulot et qui veillait un petit peu au grain, et bien maintenant on a un manager qui va composer avec les qualités des uns, parce qu'il ne faut surtout pas froisser les uns et les autres, parce que sinon je claque la porte et je passe à autre chose. Et les gens ont du mal à garder leur attention ou à faire des choses dans la durée finalement. Et vous, votre force en fait, et puis on les individualise finalement. Même dans l'entreprise, on les individualise. Partout dans notre société. Regarde, au début du siècle, les gens dansaient la bourrée, on dansait la main dans la main, et c'était tout le monde ensemble. Dans les années 70, c'est le rock'n'roll, on n'est plus que deux, mais aujourd'hui, on est tout seul. Vous allez sur n'importe quelle oui, c'est ça. On est tout seul, c'est chacun pour soi. Oui, c'est ça. Et dans l'esprit des gens, c'est exactement ça. On est de plus en plus individualiste. Et souvent, parce que je fais beaucoup d'écoles aussi, j'ai fait d'ailleurs pas mal d'écoles dans les environs, là, c'est très étonnant, les publics, c'est un public, les enfants, j'adore. Et les IME, je fais pas mal d'IME aussi. Ah, c'est merveilleux. On a les vraies questions, il n'y a pas de faux semblants, c'est du tac au tac. Les enfants disent vraiment ce qu'ils pensent. Et c'est souvent très très intéressant. Et je suis même souvent surpris, même encore maintenant, alors que j'ai quand même l'habitude d'en faire. Parce que vraiment, il n'y a pas mieux finalement. Et ça donne aussi un sens de la plus belle récompense, c'est ça, c'est de pouvoir après être face aux enfants et de pouvoir leur transmettre ça. Une fois, j'ai un gamin qui me dit « Non, quand je fais du vélo, je pense à toi, c'est génial. » Voilà, quand
le message est passé. Ah, c'est super. Ça, c'est merveilleux. Il y a quand même beaucoup d'échanges, chacun... bon après c'est pareil, hein, il y a des sportifs qui sont quand même plus ouverts que d'autres. Mais en général il y a quand même un échange qui est assez fort. Et après moi c'est plus des gens que j'aurais rencontrés, parce que bon, ce que je fais c'est pas tout à fait dans le cadre fédéral, c'est de la natation vraiment en eau vive, et encore ça rentre pas non plus dans le cadre de la natation eau vive, parce que nous c'est des distances qui sont très longues. Donc du coup, les gens que j'ai rencontrés, c'est plus des gens du milieu un petit peu de l'aventure, quels que soient les horizons. Mais donc j'échange beaucoup avec ces gens-là, et là, effectivement, quels que soient les domaines, du gars qui va faire des 8000 sans ox, ou les gens qui vont faire les tours du monde en deltaplane, ou les gens qui... Enfin, il y a toute une sorte de gens, et qui sont finalement, vraiment dans leur truc aussi, j'ai envie de dire, mais c'est pareil, quand ils sortent de ça, ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin de s'ouvrir, et ils ont besoin de partager, de faire partager toutes les richesses qu'ils ont pu avoir. C'est sûr, là, puis l'échange, tout simplement, le groupe, la famille, moi je marche vraiment, comme vous l'avez dit, c'est bien à l'affectif, hein, c'est vraiment, j'ai besoin de cet échange, de ce rapport humain finalement, et puis il y a des choses qu'on ne perçoit même pas. On parlait tout à l'heure des choses qui étaient un peu plus moins évidentes, comme il y a des ondes en fait qui passent, et il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, on a envie de parler avec eux, on s'arrête, il peut y avoir une avec vous, tout le monde a envie de parler de toute manière. Et voilà, on s'arrête, on a besoin de parler, on a besoin d'échanger, de communiquer, ça, des fois parfois même pour quelques mots, ou juste un échange de regards, ou simplement un sourire, mais voilà, c'est déjà apporter quelque chose à l'autre, ou le recevoir, quoi. Ça y est, on peut le dire. Là déjà j'ai un projet au mois de juin de remonter ou descendre en fonction des courants une partie des 5 plus grands fleuves français, les plus grandes rivières on va dire. Donc là dans le cadre de promouvoir un petit peu le livre, et puis surtout d'intéresser les gens à l'expédition ensuite qui aura lieu au mois entre août et septembre. Qui a pour l'objet de traverser le passage du pôle à la nage, entre le Groenland et le Canada. Quand ça vous avez dit? Le passage du pôle. Mais à quelle période vous pensez? Septembre, fin août, début septembre. Et dans les rivières que vous allez descendre, vous n'allez pas descendre Lyon, vous n'allez pas nous faire un petit clin d'œil sur Lyon? Non, on n'a pas prévu Lyon. Parce que sinon, on aurait ici... On peut ajouter aussi éventuellement dans Lyon. Voilà, ça, ce serait le rêve. C'est quand même... Les Joveniens se jettent à l'eau. Là, l'objet de cet été, c'est d'aller nager vers le pôle pour sensibiliser et attirer un petit peu l'attention des médias sur cette région. Sur la fonte Sur la fonte, puisque ça entraîne des catastrophes que l'on connaît. On voit des sacs plastiques qui défilent partout sans arrêt, ou même après sur les côtes, hein, on appelle ça les arbres à sacs d'ailleurs. Ce sont des arbres sur les territoires entiers qui sont couverts de plastique. Enfin bref, il y a des dégâts considérables dus à ça, rien que parler de cet aspect-là. Et l'eau, c'est un élément qu'on parlait tout à l'heure, on est constitué tous à 70% d'eau, on ne sait pas bien maîtriser, on ne sait même pas, peut-être on ne sait même pas à peine 1% de ce qu'il y a au fond des océans. Donc, 70% d'eau, 5% de plastique. Voilà, on a le devoir de préserver ça, et surtout de transmettre à nos enfants les choses telles que nous on a pu avoir la chance de connaître, quoi. Oui, c'est la moindre des choses. Il faut ramer, quoi. C'est vrai qu'il faut ramer, mais ça sert à rien, c'est une goutte d'eau. Alors effectivement, c'est un peu comme le petit colibri qui va éteindre l'incendie. Le petit colibri, c'est le tout petit oiseau. Et hop, il va mettre des petites gouttes d'eau comme ça sur l'incendie. Je me dis, mais ça sert à rien ce que tu fais. L'incendie est énorme. Il dit peut-être que ça sert à rien, mais moi en tout cas j'aurais fait ma part. Ah oui, c'est ça. L'idée c'est ça, quoi. La température maximum, quand vous étiez parti en Alaska, c'était 4 degrés. Oui, elle était même au milieu, elle était à 2. Ouais. À 2. Et là, elle est à -2, entre -2 et 0. Et c'est encore plus au nord là. Et alors votre compagne... Avec la combinaison, oui. J'espère qu'elle sera efficace. Et votre compagne, elle est folle d'inquiétude, ou comment elle dit ça? Ou elle vous fait confiance? Ouais, elle me fait confiance. Parce qu'il y a une équipe autour de vous. Il y a une équipe autour de moi, j'ai des professionnels autour de moi. Il n'y a pas de médecins, là, il y a vraiment des gens professionnels
de ce milieu qui seront autour de moi, donc il n'y a pas vraiment de souci. Avec des bonnes combinaisons, ça devrait le faire. Puis bon, je ne ferai pas 45 km d'une traite, parce que c'est pas possible dans l'eau aussi froide. Ouais. Donc l'idée, c'est de sortir quand vraiment j'aurai trop froid et de dormir sur la banquise, de me reposer sur la banquise, parce que je pars avec Emmanuel Sonnet, qui est d'ailleurs mon éditeur, qui a créé les Romassons des Glaces. Donc eux, leur délire, c'était chaque année se laisser dériver sur la banquise pluriannuelle. La banquise pluriannuelle, c'est cette glace qui met plusieurs centaines d'années parfois à se faire. Donc voilà, chaque année, ils se laissent dériver sur une place de banquise pluriannuelle pour témoigner jusqu'où vont les dernières glaces pluriannuelles. Voilà, puis ils constatent chaque année qu'il y a de moins en moins parce que donc il y a l'effet de serre qui est 2 fois plus important là, depuis une soixantaine d'années. Donc du coup ça a pour effet de faire fondre la glace, la banquise. Donc du coup la glace jusqu'à là maintenant c'est elle qui permettait au soleil, ça réfléchit les rayons du soleil, donc ce qui évite que les océans se réchauffent. Là maintenant il y a moins de banquise, donc les océans se réchauffent aussi à cause de ça. Évidemment. Et ça crée et donc ça accélère. Donc l'idée d'aller nager là-bas, c'est de dire plutôt que, parce qu'on sait qu'il y a en fait les Canadiens et les Groenlandais, donc les Danois, se battent depuis des années pour avoir la jouissance d'une petite île, l'îlot de Hans, qui est au milieu de ce détroit. Et pourquoi? Parce que y a des intérêts plus tard, après, parce que pour l'instant le détroit est encore pris par les glaces, il commence progressivement à s'en libérer, et une fois qu'il sera complètement libéré, il faut aller chercher le pétrole là-bas, ou le gaz de schiste, ou autre chose. Donc l'intérêt c'est de se dire plutôt que de se creuser la tête et de savoir à qui va appartenir l'îlot pour mettre des taxes et pour aller récupérer de l'argent, autant essayer de se creuser la tête pour savoir comment garder le froid dans cette partie du globe, parce que c'est vraiment un enjeu qui est prépondérant pour nos enfants. Il y a une fonte des glaces dernièrement qui était... Il y a un morceau gros comme Paris qui est tombé. D'ailleurs, les Greenpeace sont là-bas dans cette zone-là, le glacier Petermann, qui est le glacier flottant le plus important du Groenland. Il y a un pont énorme qui est parti. Donc, et ces glaces-là sont retenues dans ce détroit de Smith, mais une fois que ça commence vraiment à se libérer, si j'arrive à le nager, c'est aussi de pouvoir prouver qu'il est en train de se libérer. Il y a un premier bateau de tourisme d'ailleurs qui a passé l'été il y a 2 ans. Et donc c'est de dire attention, si là ça fond, derrière c'est la banquise qui va fondre et le Groenland, ce qui va faire monter considérablement l'eau, et il y a des pays entiers qui vont être submergés, quoi. Et donc l'intérêt aussi c'est d'essayer de s'entourer de petits pays comme les Philippines, ou il y a les Maldives qui tous ces pays-là qui elles seront inexistantes de nous. Et de dire vous êtes complètement vous êtes en première ligne des effets du réchauffement. Donc, et ils bougent réellement ces gens-là? Ils bougent ces gens-là et ils en sont conscients. Ils ont les moyens, ils sont trop petits, ils sont écoutés nulle part. Évidemment. Mais justement, si. Et vous en France, au ministère de l'écologie? Non, il y a d'autres qui suivront, mais je pense en fait, vous êtes une goutte d'eau, mais plus une autre goutte d'eau, plus une autre goutte d'eau. C'est ce qui, à un moment donné, va aider les gens à prendre conscience et à après, les messages de handicap, c'est pareil. Tout le monde n'entend pas. Il y a des gens qui décident que ça ne sert pas à grand-chose. Il y a des gens qui pensent qu'on est en vacances, qu'on s'amuse. Et voilà. Maintenant, c'est pour nous une façon d'essayer de faire avancer les choses et de se dire que nos enfants qui viennent derrière nous, eux aussi, ont le droit de bénéficier et de jouir des richesses de la planète, quoi. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est de se dire que peut-être nos enfants, peut-être qu'eux n'auront pas la chance de manger les huîtres. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. On a le 6e continent, le continent de plastique, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, ce 6e continent qui est entre dans l'Atlantique Nord, en fait, entre les Amériques, le continent américain et l'Europe. Donc c'est un continent de plastique énorme, sur plusieurs milliers de kilomètres carrés, et qui génère des milliers de déchets plastiques. Parce qu'il y a des convergences de courants qui arrivent là, et voilà, donc ces objets sont pris dans des courants, et voilà, il y a une espèce de tourbillon comme ça. Et il y a des prélèvements dernièrement qui ont été faits. Il y a plus de 40% des poissons qui ont l'estomac qui est plein de plastique. D'ailleurs, ils sont amusés à faire un test, un comparatif. Si on devait reporter ce qui a été pris dans l'estomac de ces animaux, si on devait le reporter à nous, c'est comme si au fond de nous, on avait tous une petite boîte comme ça remplie de plastique. C'est quelque chose qui est épouvantable, quoi. Le plastique, on le retrouve même dans le cordon ombilical des femmes maintenant. Il y a un chercheur français d'ailleurs qui a été installé du côté de Nice, je crois, qui s'amusait à faire des prélèvements sur la plage devant chez lui. Il a fait des prélèvements dans le sable comme ça pour voir le plastique. En fait, le plastique, il se désagrège. Vous voyez, ça devient des toutes petites particules, mais presque invisibles à l'œil nu.
Et en analysant le sable de sa plage autour de chez lui, là, il s'est rendu compte qu'il y avait du plastique dans des proportions dramatiques, quoi. Donc il a étendu sa recherche à la plage d'à côté, puis à la plage d'à côté, puis à toute la France. Maintenant, il est rendu dans toute l'Europe et dans le monde entier, et il y a du plastique partout. Mais le plastique, il a combien de temps? Ah oui, il y a avant 50 ans, il y a 60 ans, Ah et oui. il y a 30 ans, Ah vraiment, oui, où, c'est ça. où il y a l'industrie du plastique. Donc on est vraiment en train de... Et quand vous avez approché la côte africaine, vous avez été justement heurté Ah ouais, quelque ouais, part c'est magnifique. par une on barrière arrive, de plastique. À Gibraltar, l'eau a une couleur, c'est incroyable. Moi, la sensation que j'ai eue d'ailleurs, la première fois que j'ai nagé à Gibraltar, c'est comme si mon esprit découvrait de nouvelles couleurs. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. C'est très étonnant. Hein. C'est une couleur que j'ai jamais vu cette couleur-là. Un bleu vraiment qui nous aspire, quoi. À un moment même, je me suis dit, si quelqu'un qui aurait le vertige, il pourrait être... Wow. Et qu'on pourrait faire passer, en fait. Là, ce serait plutôt vers... L'idée vraiment que l'on ait, ce serait de demander un traité sur le même modèle que le traité de l'Antarctique, en fait. Qui est le traité de l'Antarctique qui vise au peuple, en fait, de garder le pôle sud vraiment tel qu'il est, vierge. Et c'est vraiment l'idée, ça serait ça, c'est de se dire un traité sur l'Arctique, pour conserver le froid, parce que l'enjeu finalement c'est ça aujourd'hui, comment conserver le froid, c'est ça l'idée. On en a besoin, on a besoin de froid, la planète a besoin de froid. Et le traité d'Antarctique, il dit quoi et en quoi il est contraignant? Alors le traité d'Antarctique, je sais plus, ça court jusqu'à 2050 je crois, et en fait il doit rester... Ah, c'est tout ce qui est ozone, c'est toute cette démarche, elle est dans cette logique-là. De faire de prospection, de quoi que ce soit. soit. C'est ça, oui. Alors il y a déjà des laboratoires du monde entier qui sont là. Oui, il y en a beaucoup. Oui, qui sont là pour faire des études sur les carottages, le climat et tout, mais on sait très bien qu'ils sont là pour déjà sonder les sols et voir un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. De manifestation, il n'y a que comme ça en fait. Et puis en allant vous filmer, aussi en allant vous filmer là où vous êtes, avec nos petits moyens et en les relayant. Non, moi je pense carrément faire une manifestation ici et l'idée parce que les avec gens... vous dans ce cas-là. Ouais, bien sûr. Mais les gens aller voir quelqu'un qui nage ou qui fasse autre chose, je crois que ça va aller... À un moment donné, il faut que les gens puissent se mettre en situation d'eux-mêmes en fait. Et parce qu'on parle vraiment de changer vraiment la mentalité des gens, entre guillemets, il faut vraiment qu'il y ait un décrochage qui soit fort. Je suis sûr qu'avec l'écluse du bas, il remontait jusqu'à l'écluse du haut, ce qui serait peut-être une prouesse, je m'en rends pas compte, ce serait peut-être une prouesse... Ce serait ardu, mais... Ouais, ce serait ardu. Mais si on se met à plusieurs, pourquoi même pas faire un relais, hein, oui. Pourquoi pas, oui. Hein, oui. Ou simplement une partie. Oui, ou une partie, c'est-à-dire que effectivement, on partirait tous d'en haut ou tous d'en bas, voilà. Selon ce qui est envisageable. C'est pour ça que l'idée de le faire à contre-courant est importante. Parce oui. que, à la limite, dans le sens du courant, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est justement provoquer un déclic.